Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous sur I24 News. C'est un plaisir et j'aimerais féliciter I24 News qui est de plus en plus présent sur la scène médiatique et tout particulièrement dans cette période difficile. Thank you so much. If I could begin the interview. J'aimerais commencer cette interview en vous demandant comment vous avez vécu cette sombre journée du 7 octobre, ce que vous avez vu, quels sont les souvenirs qui resteront gravés dans votre mémoire. What are the memories that will stay with you? Cela a commencé par une sirène d'alerte et je sais quand il y a une sirène que c'est la guerre parce que pendant les week-ends, je vis dans la maison de mon enfance et en 1967, nous n'avions pas d'abri et nous avions creusé des tranchées, ma famille et moi, en supposant qu'il y aurait une guerre et pendant la guerre, nous étions dans ces tranchées. On écoutait les tirs vers notre maison et c'est dans le nord de Tel Aviv. Donc immédiatement, j'ai emmené ma femme vers l'abri, mais c'était pendant la fête de Simchat Torah, un très beau week-end après une très belle fête de Sukkot. Et j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose de différent. Donc j'ai allumé la télévision, j'avais eu l'intention d'aller à la synagogue, mais la vie a immédiatement changé. Je me suis posé la question, pourquoi n'entends-je pas Ophir Lipstein, le chef du conseil régional de Sha'ar HaNegev? En général, lorsqu'il y a des roquettes tirées de la bande de Gaza, immédiatement on l'entend à la radio. Et je demandais à Michal, ma femme, mais où est Ophir? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'interviewe pas à la radio? Et une heure ou deux plus tard, on a annoncé qu'il avait été tué au cours des combats. Mais nous ne savions pas vraiment ce qui se passait et c'est uniquement à travers les médias que nous avons compris que l'enfer s'était déchaîné sur nous et nous avons vécu dans la douleur depuis ce moment. J'ai beaucoup parlé au cours du dernier mois avec des survivants, des personnes qui ont des proches qui ont été kidnappés ou qui ont été témoins de choses terribles. Malgré cela, il y a toujours un certain déni du 7 octobre, des personnes qui doutent de ce qu'il s'est passé, des personnes qui disent que les Israéliens ont peut-être exagéré. Pour cette raison, pensez-vous que les images des caméras enregistrées par des terroristes eux-mêmes, ces films qui ont été montrés à des journalistes accrédités, devrait-on les montrer au reste du monde aussi? Ou pensez-vous que c'est inutile parce que certaines personnes n'y croiront de toute façon jamais? Il y a des gens qui ne croiront jamais parce qu'ils s'ils nous haïssent, ils nous haïssent. Et s'ils ont des préjugés, eh bien, ils ont ces préjugés-là. Dans son autobiographie, mon père a décrit la libération des camps de concentration puisqu'il était un des premiers officiers à entrer le camp de Bergen-Belsen. Il était officier britannique et il raconte qu'ils se sont rendus dans divers camps et ils ont emmené des officiers allemands, des généraux qui étaient prisonniers de guerre et un de ces officiers a dit je ne crois pas ce que vous me dites et alors qu'il y avait les odeurs et tout le monde pouvait voir ce qui se passait et donc mon père l'a emmené dans ce camp et il a dit si vous me montrez cela et c'est vrai je vais prendre mon épée et je vais briser mon épée vous savez comme un officiel allemand et c'est ce qui s'est passé, cet officier a vu. Et mon père a parlé et cet officier a admis et a vomi et il a avoué que c'était vrai. Et c'est la même chose avec tous nos ennemis qui disent oui, c'est terrible, ou ceux qui les soutiennent, qui disent non, c'est terrible, mais. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. On ne peut pas accepter, le monde ne peut pas accepter ce type d'atrocité, de sadisme. C'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Et cela n'a absolument rien à voir avec le conflit, avec les frontières qui nous séparent des Palestiniens. Et c'est une civilisation de haine qui veut nous éradiquer, c'est une idée djihadiste, une doctrine djihadiste que le monde ne peut pas accepter. Ce n'est pas une guerre entre Israël et le Hamas, mais entre deux concepts de la vie complètement différents. Une civilisation
qui veut avoir les règles de la communauté des nations ou une civilisation qui veut décapiter les gens et régner sous le joug de la terreur. Les dirigeants du Hamas eux-mêmes ne cessent d'intervenir à la télévision et à la radio et de faire des déclarations. Hier, l'un d'entre eux a déclaré au New York Times « Nous voulons une guerre perpétuelle. C'est ce que nous voulions. Nous voulions une réponse violente de la part d'Israël, car nous ne voulons pas de la paix dans la région. Il y a encore des gens qui soutiennent que le Hamas se bat pour la liberté, qu'il représente le peuple palestinien et qu'ils sont légitimes. Que voudriez-vous dire à ces personnes ? Ce sont des hypocrites. Ils sont soit hypocrites, soit naïfs, soit tout simplement antisémites, ou les trois réunis. La vérité est claire, il faut accepter la vérité. Des femmes, des jeunes filles ont été violées, ont été massacrées, des bébés ont été tués, ont été brûlés. Je pourrais continuer la liste des atrocités. C'est quelque chose d'incroyable. Depuis la Shoah, nous n'avons jamais vu autant de Juifs tués en une journée, mais tués aussi avec une brutalité hors du commun. Lorsque j'ai parlé aux rabbins qui identifient les corps à la morgue, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu de telles blessures sur des corps. Donc tout d'abord, les gens doivent admettre que ces atrocités ont été commises. Ensuite, on peut parler des autres questions. Et bien sûr, il faut éradiquer le Hamas et aider la population des civils dans la bande de Gaza et ramener les otages à la maison. Bien sûr, c'est le rôle des médias de rapporter la vérité et je voulais vous demander, à propos des médias internationaux, si vous pensez qu'il y a un parti pris anti-israélien. Si l'on regarde par exemple le cas de la BBC qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, vous avez vous-même accordé une interview à la BBC qui a supprimé une partie de votre réponse. Qu'en pensez-vous ? Oui, j'ai fait une interview de 28 minutes pour la BBC à un intervieweur distingué. Elle me connaît depuis de nombreuses années et ils ont laissé uniquement 6 minutes de ce que j'ai dit et ils ont fait un montage très négligé. Alors maintenant, ça n'est pas mon travail de leur faire des commentaires, mais ce n'est pas seulement la BBC. Il y a une doctrine dans certains coins du monde occidental, une doctrine qui ne comprend pas que s'il s'agit d'une guerre pour leur vie, pour pouvoir jouir d'une vie démocratique, libérale, pour avoir même une bonne vie, même en dehors des démocraties. En fin de compte, la plupart des dirigeants le comprennent et eux ont adopté une position très claire en soutien d'Israël et je reçois des messages de soutien tous les jours et bien sûr en premier lieu le président Biden, la vice-présidente Harris, aussi le Congrès américain, mais aussi des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Donc le monde comprend. Mais nous vivons dans un monde où il y a un impact numérique et du lavage de cerveau par des applications comme TikTok, ce qui ne permet pas d'expliquer aux gens la complexité d'une situation et cela manque de clarté morale. Vous vous êtes entretenu avec plusieurs dirigeants, dont la vice-présidente Harris. Avez-vous le sentiment que la fenêtre de légitimité d'Israël est en train de se refermer et que la pression augmente pour un cessez-le-feu ou une pause tactique, comme l'a demandé le président Biden ? On pense notamment à la déclaration du G7 d'hier. Est-ce que vous ressentez cette pression qui pèse sur Israël ? Le G7 a commencé immédiatement par réclamer la libération des otages. Donc tout le monde s'accorde à dire que les otages doivent absolument être libérés. C'est complètement inacceptable que des enfants, qu'il s'agisse de bébés de 10 mois ou des survivants de la Shoah qui ont 85 ans, soient otages. Le Premier ministre Netanyahou a dit il y a 2 jours qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu sans libération d'otages.
Et quand on parle de trêve humanitaire, laissez-moi vous dire, je n'ai pas connaissance d'une réponse du Hamas à cette idée d'une trêve humanitaire. Je vois beaucoup d'informations qui circulent, beaucoup de bruit qu'on entend d'ici ou là, mais aucune proposition n'est vraiment faite. Nous progressons à l'intérieur de la bande de Gaza pour démanteler les infrastructures du Hamas et notre armée fait un travail exceptionnel. C'est quelque chose de très complexe, mais ils font un travail formidable pour éradiquer les capacités du Hamas, leurs capacités militaires et pour aussi démanteler leurs infrastructures et qu'ils ne puissent pas gouverner la bande de Gaza. Les Américains ont été critiqués pour être entrés en Irak et en Afghanistan sans savoir à quoi ces pays ressembleraient après leur intervention. Est-ce qu'Israël a un plan ou au moins une vision de ce à quoi devrait ressembler Gaza ? Bien sûr, le gouvernement débat de cette question. Le président d'Israël ne traite pas de ces sujets au quotidien. Il y a beaucoup d'idées qui sont émises et je pense que c'est une occasion pour permettre aux Palestiniens de la bande de Gaza de vivre en paix et dans la prospérité. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous sommes retirés de la bande de Gaza en 2005, nous avons dit aux Israéliens que cela permettrait à la bande de Gaza de devenir le Hong Kong du Proche-Orient ou un endroit qui pourrait devenir prospère et se développer économiquement. Mais rien de cela ne s'est passé. Nous nous sommes retirés jusqu'au dernier des soldats. Tout ce que nous avons reçu en contrepartie, c'est du terrorisme, des dizaines et des centaines de missiles. Et c'est devenu une plateforme pour l'Iran. Et cela doit être éradiqué. Une des visions implique les pays modérés du Golfe, les Émirats arabes unis et les pays tels que le Bahreïn, que vous aviez visités pour nouer des liens amicaux et chaleureux avec leurs dirigeants. Avez-vous parlé récemment avec ces dirigeants? I'm in contact with many leaders in the region. Je suis en contact avec de nombreux dirigeants de la région en permanence. Nous comprenons la situation géostratégique. Vous avez vous-même cité le porte-parole du Hamas qui veut une guerre permanente pour empêcher le rapprochement avec Israël dans la région. Nous avons donc deux coalitions. D'abord, une coalition de pays forts qui veulent sérieusement faire avancer la paix dans la région et la sécurité dans la région et inclure Israël dans cette région. Et de l'autre côté, des gens qui font tout pour mettre à mal le processus de normalisation. Donc il est clair que cette guerre n'est pas seulement entre Israël et le Hamas, mais entre un axe du mal qui est mené par l'Iran pour empêcher Israël d'être inclus dans la région. Vous étiez aussi en Turquie récemment. Êtes-vous choqué par le discours violent et anti-israélien du président Erdogan? J'ai été désolé d'entendre cela. J'ai exprimé d'ailleurs mon regret et ma colère. Mais c'est une question qui vient bien au-delà de ce qu'a dit le président Erdogan. La question est, est-ce qu'on peut accepter de telles normes parmi la famille des nations? Israël ne voulait pas se lancer dans une guerre. Nous ne recherchons pas la guerre. Nous voulons la paix. Cette guerre nous a été imposée. Et lorsque j'ai rentré le président Erdogan il y a 2 ans, je lui ai dit clairement que le Hamas était une organisation terroriste comme il traite lui ses ennemis. Et donc nous sommes bombardés et nous devons réagir pour les éradiquer, pour les chasser. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Des scènes choquantes se sont déroulées sur les campus universitaires aux États-Unis. Des étudiants juifs ont dû se barricader dans des salles, d'autres se font battre. La situation semble s'aggraver. Vous avez écrit une lettre aux dirigeants de certains de ces grandes universités. Avez-vous reçu des réponses? J'ai écrit une lettre à tous les présidents des universités aux États-Unis et certains m'ont répondu, certains ne m'ont pas encore répondu, mais l'appel que j'ai lancé est très clair. Ces présidents doivent intervenir. On ne peut pas avoir des soutiens du Hamas sur les campus universitaires. Le soutien au Hamas, cela veut dire qu'il y a des gens qui soutiennent des gens qui commettent des crimes contre l'humanité, un génocide. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris des villages entiers, ont brûlé les habitants, ont décapité les habitants, les ont torturés, les ont violés, les ont kidnappés.
on ne peut pas avoir sur un campus américain ou d'ailleurs sur un campus universitaire, quel que soit le pays, dans un pays qui promeut les droits de l'homme, qu'on ne peut pas avoir cela. Pourquoi pensez-vous que la cause progressiste a été détournée par ces personnes? Je pense que la cause progressiste doit se regarder en face et certains ne veulent pas le faire. Mais beaucoup des cultures qui ont évolué ces dernières années, on a vu l'apparition de cultures qui sont indifférentes, ignorantes à la réalité et à la distinction entre le bien et le mal. Ils ne savent pas vraiment ce qu'est le mal et ce qu'est le bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit à ce propos et il y a une revue, Sapir, qui a été écrite par des juifs et des non-juifs et qui débat de questions qui concernent le monde juif. Et c'est quelque chose qui a été publié sous les auspices de la Fondation Maïmonide. Et dans un des numéros de cette revue, on évoquait la cancel culture. On a cette culture qui dit vous pouvez être la personne la plus formidable au monde, vous pouvez défendre les libertés, mais si vous soutenez l'État d'Israël, eh bien, on vous cancel, on vous annule. C'est intolérable. Cela commence aujourd'hui avec Israël, mais ça se terminera par tout l'Occident. Ils ne le comprennent pas. Et si cela se poursuit, l'Europe sera la prochaine cible des animaux que nous avons vus le 7 octobre. Au milieu de cette montée de l'antisémitisme en Europe et aux États-Unis, l'État d'Israël se prépare-t-il ou devrait-il se préparer à une vague massive d'Alia? Il y a toujours des vagues d'Alia et j'ai rencontré d'ailleurs des dirigeants juifs et des journalistes juifs qui sont venus ici qui m'ont dit nous nous sentons ici plus en sécurité que nulle part ailleurs et c'est probablement un des résultats de cette guerre. Les Israéliens actuellement vivent une des périodes les plus traumatisantes de l'histoire du pays. Comment la nation peut-elle guérir? Comment peut-elle se relever selon vous? Look, the cup of agony and pain is filled. Écoutez, la douleur continue à être ressentie et nous voyons cette tristesse, la détresse des gens, les larmes et l'émotion. Mais je l'ai dit à notre nation, il est tout à fait naturel d'exprimer ses émotions, de pleurer. Nous devons avoir cette période de deuil, mais nous sommes une nation résiliente et nous avons surmonté les pires atrocités par le passé, les pires atrocités que l'humanité ait connues et la Shoah. Nous avons bâti une nation très forte. Le peuple israélien est extraordinaire. Les gens sont extraordinaires. À chaque fois, je retombe amoureux des Israéliens lorsque je me rends avec Michal pour aller à la rencontre des gens. Par exemple, hier, nous avons visité 3 sites où nous avons vu. Cela nous a permis de comprendre encore une fois à quel point notre nation est exceptionnelle. Nous étions d'abord voir le quartier général de Hatzalah dans le sud. Et nous avions un médecin musulman qui avait été libéré par le Hamas et libéré par la police israélienne, qui est bénévole pour Hatzalah. Il y avait un nouvel immigrant d'Éthiopie, un juif ultra-orthodoxe, des juifs non pratiquants, toutes sortes d'Israéliens réunis pour faire un travail formidable pour aider les gens. Puis, nous avons visité le commandement de la défense civile. Nous avons vu des centaines de personnes qui soutiennent les familles des otages, qui coordonnent les sirènes d'alerte et qui encouragent les gens à s'abriter et qui gèrent aussi l'évacuation des centaines de milliers de personnes qui ont été évacuées. Puis ensuite, on a visité l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Et on rencontre des médecins, des infirmiers formidables et des soldats qui sont blessés. Personne ne nous brisera. Nous sommes une nation très forte. Nous surmonterons cette épreuve et nous vivrons. And we shall win.